Bonsoir Abonnez-vous Gento, à Kento Bonjour, Mundele Terre Noire. TV et cliquez sur la cloche de tu vas bien? notification pour ne Oui, pas je vais rater bien. aucune vidéo. Ok, très bien. Bon, bonsoir tout le monde. Je pense que vous savez c'est quoi le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, comme on peut le voir sur l'image, c'est Monsieur Mabankou, donc un grand écrivain congolais, je le signale, qui a aussi été, je ne sais pas s'il l'est toujours d'ailleurs, enseignant. Et on peut aussi dire polémiste quelque part. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir passer une émission avec lui, avoir un petit peu son avis sur un certain nombre de sujets. Donc il faudrait que les gens tapotent d'abord, qu'on tapote au maximum. J'ai pas l'impression que les gens tapotent parce qu'on est encore à 767 likes. Donc on va tapoter et surtout on va partager le live aussi pour avoir un maximum de personnes, mais surtout un maximum de Congolais. Donc je vais faire la même chose aussi de mon côté. Donc on tapote s'il vous plaît déjà pour qu'on monte à 1K. Je vois qu'il y a déjà 16 personnes connectées, hein, donc 16 fois 10. Ok, très bien. On continue comme ça. Alors moi je vais partager aussi, donc partageons le live à un maximum de personnes. Merci, The Rock. Ah, The Rock, ce qui yote, nan moussous. Merci. On continue de tapoter, on est qu'à 1500. On tapote les amis, on est à 20 personnes, donc normalement si tout le monde fait son like déjà, on est censé être au moins à 2000. On tapote au maximum. Alors lorsqu'on va arriver à 3000, on va commencer à introduire le sujet, expliquer un petit peu ce qui va se passer. Donc on essaie de monter à 3000 déjà, et à 3000 on va commencer à introduire le sujet. On tapote, on tapote. On tapote s'il vous plaît. Voilà, il y a maintenant 40 personnes. Donc on est à 3000. Donc dans un premier temps, euh, déjà on va introduire un petit peu qui est la personne, hein, pour les personnes qui ne savent pas qui est Monsieur Alain Mabonkou. On va essayer assez rapidement d'expliquer qui il est, et je pense que lui-même aura aussi la possibilité de se présenter à sa manière. Mais étant donné que c'est un grand écrivain congolais, beaucoup de gens connaissent à peu près son parcours. Et donc Monsieur Alain Mabonkou, pour les gens qui ne savent pas aujourd'hui, est un écrivain congolais, hein, donc qui est aussi, qui a été enseignant ou qui l'est toujours d'ailleurs. On lui posera la question tout à l'heure. Et voilà, donc c'est un Congolais, voilà, qui a à peu près vécu à Pointe-Noire, et il a écrit un certain. Alors, bientôt, je crois que c'est des enfants. Il a écrit un certain. Ah, alors, il a écrit un certain nombre d'ouvrages, hein. Donc aujourd'hui, il a écrit Bleu, blanc, rouge, par exemple. Il a écrit, et je crois que et Dieu seul sait, je crois, enfin, je sais plus exactement, mais Dieu seul sait comment je dors, hein, ça doit s'appeler comme ça. Il écrit un certain nombre de livres, le petit fils nègre. Ça, c'est vraiment les livres que moi je connais un petit peu, mais je sais aussi qu'il a un certain nombre de livres justement qu'il va pouvoir nous détailler. On va lui poser aussi un certain nombre de questions, notamment sur son parcours, hein, ce qu'il a accompli jusque-là,
et son positionnement aujourd'hui aussi par rapport à la littérature congolaise, bien entendu. Donc ça va être un échange. Et justement, donc pour qu'on puisse le recevoir, on va essayer de tapoter, on tapote au maximum. Quand on va arriver à 10K, on va pouvoir le recevoir. Donc s'il vous plaît, est-ce qu'on peut tapoter? Et puis Quinto, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on en est avec Monsieur Mabonkou? Est-ce que de son côté, lui, il est déjà Il est prêt? déjà connecté, je le vois là, il est déjà connecté. Il est déjà connecté. Très Il bien, attend que quand l'autre là, il est déjà là. On attend que qu'on soit un peu nombreux pour que très bien. vous voyez Donc l'invitation. Monsieur Mabonkou est déjà là, donc on va pouvoir tapoter. Une fois qu'on arrive à 10K, on va voilà pouvoir l'introduire. L'objectif aujourd'hui, pour que les personnes comprennent bien, donc c'est de parler du Congo, hein, c'est de parler d'abord du parcours de la personne, sa vision justement par rapport à la littérature, son constat aussi hein, sur l'esprit littéraire qu'avaient les Congolais. Moi, je me rappelle, à une certaine époque, on nous parlait de grands écrivains congolais. Hein, pour ceux qui n'ont pas connu les Tati Luta, les Chikayau Tamsi. Aujourd'hui, on a l'impression, voilà, on n'en voit quasiment plus hein, des écrivains. C'est pas qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, je parle là de grands écrivains, on en retrouve quasiment plus. Donc, l'objectif justement, c'est de pouvoir parler de toutes ces choses-là, et puis bien entendu, de parler aussi des sujets que les Congolais aimeraient bien aborder, des sujets où on aimerait justement avoir aussi euh, des analyses différentes, des analyses des personnes qui sont en dehors du Congo, mais qui voilà, qui restent rattachées à leur patrie. Donc, on essaie de tapoter pour atteindre les 10K, s'il vous plaît. On tapote. On tapote, on partage. C'est bien, on continue. Pendant ce temps, je peux vous lire, hein, je viens d'afficher donc une petite liste que je viens de retrouver justement du nombre de prix qu'a pu recevoir Monsieur Mabonkou. Donc, on a prix de la Société des poètes français en 1995, Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 99. On a le prix du roman Ouest France, Étonnant voyageur en 2005. On a le prix 5 continents de la francophonie en 2005, prix RFO du livre en 2005. On a le prix Renaudot en 2006, le prix de la rentrée littéraire en 2006, le prix Aliénor d'Aquitaine en 2006, le prix Créateurs sans frontières en 2007, on a le prix franco-israélien Raymond Waller en 2009, le prix Georges Brassen en 2010, le Grand Prix de littérature Henri Gall en 2012, on a encore le prix du Prince Pierre de Monaco en 2013, il a été finaliste premier au Strega Européo 2015, finaliste du Man Booker International Prize en 2015 aussi, lauréat du prix Liste Goncourt, le choix polonais en 2015, lauréat du prix de l'Algue d'Or en 2016, et encore en 2016, Peter Book Fellow, et en 2018, Hearthstone Wright Legacy Award for Fiction. Donc, on voit quand même qu'il y a un certain nombre de prix que la personne a reçus. Donc, parfois, c'est quand même un peu étonnant de voir qu'il y a un certain nombre de Congolais qui, bien entendu, qui n'ont pas pu connaître Monsieur Mabankou, alors que c'est quelqu'un qui écrit quand même depuis plus de 2 décennies, je dirais. Et ce sera intéressant justement pour que les personnes aujourd'hui, notamment la nouvelle génération qui se retrouve via les réseaux sociaux, via TikTok, découvrent qu'il y a quand même un grand écrivain qui écrit un certain nombre de choses. Et comme on dit, la mémoire reste toujours à partir du moment où justement une personne va laisser ses textes. Donc moi le premier, hein, bien entendu, je, 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 je ne je ne suis pas un grand fan de la littérature, mais il est toujours important, même lorsqu'on n'est pas un grand fan de la littérature, de pouvoir justement comprendre un petit peu nos auteurs pour essayer de comprendre leur positionnement. Et donc ce soir, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc on va bientôt atteindre les 10K. On tapote, s'il vous plaît. Continuons de tapoter, on va pas, il va monter là bientôt. Continuons de tapoter, s'il vous plaît. On va prendre un peu quelques minutes pour tapoter le live. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, partagez le live. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Tapotez le live, la famille. Tapotez le live. Tapotez le live. Tapotez le live, s'il vous plaît, famille. Partagez le live. Nous sommes à 10K, mais nous sommes que 41 personnes en ligne, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Averock. Merci. Merci pour les cadeaux. Tapotez le live, s'il vous plaît. Faites comme les Congolais. Envoyez les cadeaux.
Non, je pense que ce qui va être intéressant, c'est que lorsque des gens aussi vont voir qu'il est connecté, Oui, il est là. Il est plus de connecté. personnes justement On seront peut déjà captivées. Donc, l'envoyer l'invitation si vous oui. voulez. Il est connecté, je l'envoie l'invitation. Là, je l'invite là. Monsieur Mabonkou, vous avez reçu l'invitation. Allez, il est là. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ouais. Et comme on est congolais, on va aussi dire mboté, hein, comme ça, Voilà. tous les Mbote Congolais Beno, reçoivent. je ne sais pas si vous êtes plutôt Lingala ou Monokutuba. Je suis plutôt Monokutuba, donc Mbote Beno. Ok. Donc Mbotia Beno, hein, Mbote Nabino, hein, on est un peu les deux, hein, c'est ça le Congo finalement, hein, Voilà, c'est tout à justement fait, tout à fait. une multiplicité linguistique. Donc, Voilà. alors donc, avant de commencer, on va demander encore aux gens qui sont en bas, tapotez s'il vous plaît, tapotez au maximum. Donc, Monsieur Alain Mabonkou est là. Il y a des personnes justement qui aujourd'hui ont cette opportunité de vous voir, Monsieur Mabonkou, de pouvoir justement entendre un certain nombre de choses hein, que vous allez nous dire. On va parler un petit peu aujourd'hui de la littérature hein, en Oui. elle-même, le constat de la littérature par rapport au Congo, hein, puisque nous sommes congolais. Et je vous donnerai par exemple, je sais qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit en préambule, la littérature congolaise, on a l'impression, est un peu au point mort. Hein, il fut un temps où on avait beaucoup de grands écrivains. On a l'impression que on est dans un monde qui devient de plus en plus connecté, où il y a de plus de facilité de communication et même de plus de facilité d'avoir des maisons d'édition. Mais on a l'impression d'avoir de moins en moins d'auteurs, Oui. alors Oui. que ça devrait normalement se multiplier. Donc justement, on va se poser justement toutes ces questions. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on en arrive là? Et puis justement, vous allez aussi nous parler de votre parcours. Donc s'il vous plaît, on tapote encore, on tapote, et puis on va pouvoir commencer. Donc dans un premier temps, étant donné que Quinto n'est pas là, je vais vous permettre de vous présenter par vous-même. Hein, comment est-ce que vous définissez, Monsieur Alain Mabonkou, même si les gens vous connaissent quand même. Ben, c'est toujours difficile de se définir soi-même. Hein. Moi, je pense que la définition la plus simple serait de me considérer comme un écrivain congolais qui a vécu longtemps en France et qui vit maintenant aux États-Unis. Et j'enseigne aussi bien à l'université aujourd'hui de Californie, où je suis professeur titulaire depuis presque bientôt 20 ans. Mais j'ai aussi enseigné en France, au Collège de France, en Suisse, à l'université, à l'école polytechnique de Zurich. Et puis voilà, j'ai écrit une quarantaine de livres traduits dans 23 pays. Et qu'est-ce que je peux rajouter encore? Ben, j'ai été le premier écrivain à être au Collège de France. J'ai reçu le prix Renaudot en 2006. C'était la première fois dans l'histoire de notre littérature congolaise d'avoir un grand prix d'automne de la France. C'était pour mémoire de Porte-Pique, je crois même. Voilà, donc on espère que les autres viendront. Mais pour aussi dire, répondre à la question, quand vous disiez que les écrivains ont disparu, les écrivains congolais, non, c'est parce que la littérature aussi est rentrée dans le monde de la mondialisation. C'est-à-dire que on ne peut plus se contenter seulement de l'arbre à palabre que nous avions à l'époque, hein, quand nous discutions localement de notre littérature, alors que le combat se fait, l'émulation se fait entre les Français, les Nigérians, les Anglais, etc. Nous allons à la rencontre de la mondialisation. Et de ce fait, si je vois bien notre littérature, après la génération des Lopez, on a eu les écrivains aujourd'hui, Wilfrid Nsondé est là, je pense Daniel Biyaoula nous a quittés, Léopold Kongo Mbemba nous a quittés, récemment Aimé Dibakana vient de recevoir un prix littéraire du prix Orange. Donc cette littérature est là, mais elle est sur l'aspect vraiment international. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est une bonne introduction. Hein, comme vous avez dit, donc vous avez parlé un petit peu de votre parcours littéraire. Donc voilà, aujourd'hui, vous enseignez le français, j'imagine, ou
la littérature d'expression française. Ok, la J'enseigne, littérature d'expression française. voilà, j'enseigne pas la langue, mais j'enseigne la littérature vraiment. Donc, Oui, parce c'est que ça. ça, c'est important de le préciser, parce que parfois, les gens confondent, pensent que vous êtes comme un prof d'anglais, en fait, qui essaie Non, d'enseigner non, du français. voilà, je ne suis pas professeur de français, je suis prof de littérature. Ça a une différence parce que le prof de français enseigne la langue, hein, voilà, comment la parler, etc. Moi, j'enseigne la littérature qui est une expression que vous retrouvez aussi bien dans le roman, dans le théâtre, dans le cinéma, dans la poésie, etc. C'est vraiment l'histoire littéraire, les courants littéraires, les grands romans de la littérature. C'est vraiment quelque chose qui est plus théorique. Ce n'est pas un enseignement de la langue. Je ne suis pas vraiment un enseignant de la langue française. Je suis un enseignant de la littérature d'expression française, qu'elle soit africaine ou française. Voilà. Très bien. Au moins, ça permettra justement aux personnes de pouvoir comprendre la différence entre un enseignant de la littérature française et un enseignant juste du français, hein, qui est censé juste faire entre guillemets de la traduction, j'ai envie de dire. Alors Oui, donc, je vous poserai une première question pour des personnes qui aujourd'hui vous découvrent, des personnes. Il y a beaucoup de Congolais qui entendent parler de vous, qui peut-être oui. aujourd'hui vous voient pour la première fois, et pour que les gens puissent vous découvrir. Quel est le livre que vous, aujourd'hui, quelle œuvre que parmi la quarantaine de ce que vous avez écrit, vous pourrez conseiller aujourd'hui pour que les gens vous découvrent vraiment la profondeur de ce qu'est Monsieur Mabon? Je pense que pour les Congolais de Brazzaville, le livre que j'ai toujours conseillé, c'est Demain j'aurai 20 ans ou Lumière de Pointe-Noire. Pourquoi Demain j'aurai 20 ans? Parce que c'est le livre de l'enfance, c'est le livre de ces années 70, c'est le livre des années 80, c'est le livre vraiment de l'éveil de notre conscience. Et donc je pense que Demain j'aurai 20 ans, c'est le livre dans lequel tout le Congolais pourrait se retrouver. Lumière de Pointe-Noire, c'est la même chose. C'est vraiment la peinture de la société africaine, congolaise. Mais je pense aussi que dans une certaine mesure, pour ceux qui aiment l'histoire du Congo, parce que beaucoup disent, ouais, vous n'avez jamais écrit sur l'histoire du Congo, et ce qui est faux. J'ai écrit Mhm. beaucoup de livres sur l'histoire du Congo. Les petits-fils nègres de Vercingétorix, c'est la guerre des années 90 au Congo. Les cigognes sont immortelles que j'ai publié il y a quelques années, c'est toute l'histoire du Congo-Brazzaville, depuis les origines jusqu'aux récentes turbulences. Donc ça, c'est peut-être à lire, c'est Les cigognes sont immortelles, qui est l'histoire du Congo-Brazzaville. Et maintenant, pour ceux qui nous entendent ici, qui ne sont pas forcément congolais, le livre par lequel on me découvre souvent sur le plan international, c'est Vers cassé, parce que c'était le premier succès que j'avais eu en librairie. Quand je l'avais sorti en 2005, il s'était vendu à 200, non, à 70 000 exemplaires. Et plus tard, Mémoire de Porc-Épic, c'était vendu à 300 000 exemplaires. Voilà. D'accord, très bien. Donc j'espère que, enfin, les personnes en tout cas qui sont en commentaire ont pu noter quelques livres. Hein, ça vous permettra de découvrir Monsieur Mabankou. Alors, vous avez cité tout à l'heure un petit peu vos activités, hein, ce que vous faites, mais on a aussi récemment remarqué que vous étiez aussi un petit peu dans l'activité musicale, hein, dans l'actualité musicale. Est-ce Oui. qu'aujourd'hui c'est une passion que vous, enfin, que vous aviez déjà, parce que lorsqu'on est congolais, on est tous un petit peu rattachés à la musique, ça c'est clair. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une volonté que vous aviez depuis très longtemps d'être dans ce milieu, ou finalement, voilà, ou soit c'est une passion que vous avez voulu développer, aujourd'hui vous avez peut-être un peu plus de temps, ou finalement vous êtes tombé un peu là-dedans, voilà, à manifester finalement enfin, à donner votre avis, et puis finalement les gens se sont intéressés. Non, moi je pense que ce sont les gens qui ont peut-être un ou deux trains de retard. Moi, je suis inscrit à la Société des producteurs français depuis des années. Moi, je suis inscrit au syndicat qui s'appelle le SNEP, qui donne les certifications. Je suis à l'intérieur. Ça, c'est des éléments simples. Vous allez, vous tapez là-bas, membre. Moi, je Oui. suis inscrit là-bas depuis fort longtemps. Et moi, j'ai commencé à produire ou à aider la production des disques depuis une vingtaine d'années.
Je veux dire que j'ai aidé à la production des disques ensemble avec les Balou Kanta du Congo-Brazzaville, mais aussi avec les Sam, les Modogo, les CNN, même Ferregola. Ferregola, j'avais fait une chanson pour lui à l'époque, etc., etc. Mais les gens, ils ne voient pas parce que moi, je faisais ça toujours en arrière-plan. Je suis quelqu'un qui aime faire la production, mais je la fais toujours derrière. Et dans la mesure où, quand on vient dans l'espace de la musique, vous avez toujours des gens qui estiment qu'ils étaient là depuis longtemps, qui veulent garder leur précaré, alors même que c'est un domaine plutôt ouvert. Donc, je ne suis pas un nouveau venu là-dedans. Mon amitié avec Ferregola ne date pas d'aujourd'hui. C'est mon petit frère. Il m'appelle à n'importe quelle heure. Je l'appelle à n'importe quelle heure. Il paraît qu'il y a des gens qu'il ne prend pas au téléphone, mais moi, en tout cas, dès que ça sonne une fois, boum, il me prend toujours au téléphone et quand ça sonne, on a discuté encore hier jusqu'à 4 heures du matin. C'est quelqu'un qui m'écoute beaucoup, c'est quelqu'un que j'écoute, c'est quelqu'un dont j'ai appris l'humilité, hein, donc, quelqu'un qui a estimé que, a demandé à son grand frère d'être à ses côtés. Donc, moi, je ne Ouais. suis pas fermé. Je veux dire que si un musicien du Congo-Brazzaville vient me dire, grand frère, j'aime bien ce que tu fais, je le fais. Mais moi, ce n'est pas à moi d'aller courir derrière. Ah, pardon, regarde, est-ce que je peux... Non, vous voyez quand même, je n'ai pas besoin de succès, mon frère. C'est Quand vous clair. avez vendu 300 000 livres, donnez-moi aujourd'hui quel est le musicien, là qui sont là, même que ce soit Fally Ferré, qui a vendu 300 000 disques? Je ne Zéro. saurais dire. Ouais. Mais même s'ils ont vendu 300 000 disques, le disque coûte combien? 10, 12 euros. Mes livres, c'est souvent 20, 22 euros. Multiplié par 300 000, vous avez la solution. Donc, je n'ai pas Ouais. besoin de succès, je n'ai pas besoin d'être connu. Je suis déjà connu tel que je suis, mais je voudrais donner ce que j'ai aujourd'hui aux autres. C'est pour ça qu'au Congo-Brazzaville, par exemple, je soutiens le pape du rap, celui que j'ai qualifié le pape du rap, Pater Maestro. C'est mon petit. Pourquoi l'avoir qualifié le pape du rap? Mais parce qu'il a apporté le mbongi dans la musique. C'est-à-dire qu'il a eu un espace comme Esprit de rassemblement, oui. Werason avait la zamba. Eh bien, vous avez aussi, comment s'appelle, Pater Maestro, qui a, comment il appelle son lieu là? La base de rang. Voilà, la Baseron. C'est le côté un peu original qu'il apporte dans cela. Mais il y a d'autres que je suis en train de découvrir, j'écoute, etc., etc. Et ça me permet aussi de voir que le Congo-Brazzaville a beaucoup de travail à faire pour vraiment s'imposer sur le plan international. Et ça, c'est un travail que nous devons faire, non pas en nous bombant les pectoraux, mais en travaillant tous les jours. Il faut, comme on dit dans Kikongo, qui l'outil la makelele. Que le Voilà. travail le Voilà. travail dépasse le Et bruit, voilà. quoi. Il faut que le travail dépasse là. Et il ne faut pas qu'on rentre dans des trucs tribaliques, dans le sens, ah, pourquoi tu vas aider les Congo démocratiques, tu ne viens pas aider le Congo-Brazzaville. Ce n'est pas ça. Le talent, ce n'est pas question de nation. Moi, je suis leur frère, je suis ouvert à tout le monde. Je veux dire que si quelqu'un... Tout le monde a mon téléphone. Mais tout le monde s'énerve seulement quand je suis allé manger chez les autres. Mais vous avez Ouais. mon téléphone. Invitez-moi. Si je vous dis non, ben, Mundele, Kento Mundele tremble. Mais ah non, il ne va pas venir. Je dis, mais si je vous ai donné la parole, je viendrai. Bien Vous sûr. savez, je ne fais pas des lives. Hein. Moi, je fais pas des lives n'importe comment. Mais on m'a expliqué, les Congolais seront là, etc. Je viens, je fais le live pour notre bonheur. Il faut solliciter. Et je trouve Oui. que nos artistes ne sollicitent pas. Et les artistes de la RDC sont courageux, ils viennent frapper à la porte. Voilà. Ok, donc ce que dit aujourd'hui Monsieur Mabonkou, si aujourd'hui on ne voit pas Monsieur Mabonkou avec des artistes congolais, c'est parce que ces derniers ne sollicitent pas Monsieur Mabonkou. Et donc justement, ceux qui aujourd'hui aimeraient avoir un accompagnement, que ce soit des conseils, il suffira de contacter Monsieur Mabonkou. Et puis finalement, vous essayerez de voir. Bon, bien sûr, on parle des talentueux. Si vous avez commencé la musique avant-hier, faut pas non plus, Parce que, voilà. oui,
Parce que après, si tu m'envoies tous les groupes vocaux du quartier, c'est pas possible, Voilà, hein. Je veux dire que c'est le, c'est le talent c'est aussi, il clair. faut qu'il soit accompagné. Non, je veux dire que moi, je les découvre moi-même. Je les Ouais. découvre et je ne suis pas fermé tant que la musique que vous faites fait progresser. C'est ça qui est important. Est-ce que ça fait progresser le talent? Est-ce que ça fait progresser la rumba? Est-ce que ça fait progresser la musique urbaine, etc., etc. Il y a des Ouais. grands musiciens du Congo que j'ai appréciés, les Doudou Kopa, je parle, les digital, sonores. J'ai apprécié vraiment les Kevin Boindé. Voilà, il y a des musiciens comme ça que j'apprécie. Mais Mais mon d'ailleurs, j'ai frère, une question. oui, Par rapport à ça, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une sorte justement d'explosion d'artistes congolais. Est-ce que pour vous, vous pensez que c'est simplement dû au monde connecté, hein, le fait qu'aujourd'hui ce soit beaucoup plus facile, ou est-ce que c'est aussi lié quelque part au fait qu'aujourd'hui on a aussi remarqué que dans la jeunesse, dans la musique, on est en train d'introduire beaucoup d'africanité. Là où avant on avait beaucoup de rappeurs qui voulaient imiter potentiellement les occidentaux, où aujourd'hui on a quand même, on voit plus de part d'africanité dans nos musiques. Est-ce que c'est plutôt ça ou juste la connectivité? je pense que ces artistes-là sont en train de trouver le moyen de se connecter avec la jeunesse. Parce que la musique urbaine, c'est quoi? C'est une musique qui parle aux jeunes de la ville. C'est tout. Et qui fascine les jeunes du village aussi. Qui fait que les jeunes du village veulent venir en ville parce que l'urbanité est en train de s'exprimer. La musique urbaine, c'est une musique qui met les obsessions, les angoisses, les attentes des jeunes à l'intérieur de l'art. Et les jeunes pensent trouver justement les solutions à leurs problèmes en écoutant la musique urbaine. C'est pour ça que la Ouais, musique urbaine est très saisonnière. C'est-à-dire que la musique urbaine peut faire 2, 3, 4 ans, ça vieillit mal et ça disparaît, c'est remplacé au fur et à mesure. La seule musique qui semble un peu pérenne, qui continue, qui est dans la continuité, ça a toujours été la rumba, parce que la rumba vous parle vraiment d'un espace social donné avec la moralité qui va avec et qui touche toutes les couches sociales. La musique urbaine est une musique qui va avec la génération. Vous vous rappelez, ouais, à l'époque, la musique urbaine congolaise était occupée en France et chez nous par les Passi, les exact. Bissonabissot. Eh bien, regardez comment cette histoire est devenue comme s'il y a longtemps que ça s'était passé. Au milieu, beaucoup de choses se sont déroulées. On a eu désormais les Mokobé, on a eu les fils des Taboulé. Ça a changé. Mais pendant Ouais, ce temps, quand vous essayez comme ça, vous ouvrez, vous écoutez encore les Luambo, vous écoutez encore les Yulu Mabiala, vous écoutez encore les Carlito. C'est ça qui fait peut-être la force même de la rumba. Et donc, ce qui serait important aujourd'hui, c'est de faire de sorte que la musique urbaine puisse s'inspirer de la pérennité de la rumba. Comment faire de sorte que la musique urbaine puise dans la rumba? Regardez le dernier titre de Pattern Maestro. Il est allé faire le sample de Pamela Munka. Pamela Munka, qui lui était dans la tradition de la rumba. Voilà, amour de nous manquer l'argent, appeler l'argent, ça ce sont des ouais, chansons qui sont restées éternelles. c'est Et clair. c'est ça qui fait que j'ai qualifié Pater Maestro de pape, parce qu'il a compris que s'il veut la pérennité, il doit aller puiser dans le répertoire de la musique du Congo-Brazzaville, voire même du Congo-Kinshasa. Mais est-ce qu'il suffit de puiser dans le répertoire? Parce qu'il y a aussi un autre artiste qui s'appelle Sam Samurai, qui aussi puise Oui, très souvent dans le répertoire. Et oui. donc, si Pattern Maestro est pape, est-ce qu'on pourrait dire que Sam Samurai est un clergé ou? Non, je pense que les deux sont dans des veines différentes. Ils sont complémentaires. Plus on aura des musiciens, des artistes qui puissent dans le patrimoine, ça veut dire que la jeunesse est en train de respecter ce que les anciens nous ont laissé. Donc Sam Ouais, Samouraï, Pater Mayoso, bravo de pouvoir le faire. Ben, si vous prenez Afara Tsena, il fait l'embocalisation. Mais il faudra voir dans 10 ans ce que l'embocalisation sera. Est-ce que ça sera rangé dans le cadre d'une époque donnée? Ou bien même si vous prenez, je ne sais pas, comment s'appelle le titre de Roga Roga,
qu'il a fait récemment, Bokoko. les Bokoko. Bokoko aussi sera rangé dans le truc. Ce qu'on retiendra de Roga Roga, c'est les rumbas qu'il avait faites avec Extra Musica, etc., etc. C'est pas forcément le générique que vous laissez parce que le générique est toujours un élément accolé à son époque et il se noie parfois avec son époque. Voilà. Oui. Alors, une question, parce que effectivement aujourd'hui cette musique, elle a pu évoluer, mais aussi Oui. parce qu'en partie, il y a la présence de la diaspora. Donc, ce que je vais poursuivre par une question sur la diaspora aujourd'hui. Oui. Pour vous, quel est votre avis sur la diaspora congolaise? Quel est votre avis déjà de manière brute? Ensuite, je poursuivrai avec. Monsieur Mabonkou, tout d'abord, je vous dis merci. Merci d'avoir accepté de venir parmi nous. Parce que Oui. je ne croyais pas que vous alliez accepter. Comme vous avez su le dire tout à l'heure, vous êtes ouvert. En tout cas, je ne m'attendais pas à votre réponse. Malgré que vous m'avez demandé qu'est-ce que je fais, ben, ce que je fais, c'est Mais un parce peu... que je fais pas, je vous dis que tout le monde, j'ai fait une fois ou quoi les lives avec Actu du Net, mais j'ai jamais fait des lives. D'habitude, je refuse. Bon, je me suis dit, c'est le Congo-Brazzaville. Si je refuse, on va encore dire que le grand frère, il a tourné le dos. Donc, je le fais. Comme ça, le jour où je vais dire non, j'ai dit, mais quand je peux, je le fais. Donc, non, mais parce que aussi, bon, vous avez sollicité cela avec courtoisie. Et Vous Mozo, s'il avez... vous plaît, n'acceptez pas les demandes. N'acceptez pas les demandes. Moi? Faye, s'il te plaît, tu peux Non, c'est pas vous. bloquer. Non, c'est les modos qui fassent rentrer, ils sont en train de Ah, faire d'accord. remonter les gens. Alors, je peux répondre, Quinto? Oui. Oui. Ok. Allez. Donc, la question, c'était, voilà, sur aujourd'hui déjà votre avis par rapport à la diaspora. Donc, je vous pardon. remercie en fait pour d'avoir accepté tout à Oui. l'heure, vous avez accepté de venir sur notre plateau. Mhm. Et moi, c'est ce que je fais. Je reçois les gens et on discute sur plusieurs sujets. Les modos, arrêtez s'il vous plaît de faire arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez d'abord de faire monter les gens, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, c'est ce que nous faisons sur la toile. On essaie un peu d'inviter les gens, des gens, nos grands, nos doyens comme vous, nos personnalités publiques comme vous, pour faire un peu ce que nous faisons. On parle un peu sur tout type de sujets en fait concernant surtout sur la situation du Congo, surtout Oui. sur et tout. Donc on aura quelques questions à vous poser et je vais d'abord laisser à Ternois s'il y a des questions et puis on Oui, va oui. commencer avec les questions. Ouais. Bien Donc, je pense que vous avez compris, hein, j'essaie un petit peu d'animer, mais effectivement, on prendra Non, quand non, même non, des non, questions en c'est bien commentaire. animé, hein, Oui. c'est bien animé, hein, c'est animé comme nous, on a animé notre live payant avec Ferrego, là, hein, donc c'est la même chose. Très bien. Donc, justement, donc aujourd'hui, quel est votre avis sur la diaspora congolaise, hein, de manière générale déjà? Quelle est votre vision de ce que devrait être la diaspora congolaise et de ce qu'elle est, finalement? Bon, on a toujours tendance à penser que la diaspora congolaise, c'est tout simplement la diaspora à Paris. Moi, j'ai eu la chance, ces 2 derniers mois, d'aller au Sénégal, d'aller au Ghana, d'aller au Togo, d'aller au Nigeria et d'aller en Tunisie. J'ai pu visiter la plupart, discuter avec les diasporas congolaises. Vous pouvez voir sur mes pages Facebook, Instagram, les photos que je postais avec cette jeunesse, etc., etc. J'ai pu discuter, j'ai pu voir quelles étaient les aspirations de ces jeunes. Nous avons échangé. Et au fond, ce que je remarquais en général, c'était un tronc commun, c'est ce désespoir de cette diaspora qui a l'air d'être éparpillée et qui n'a pas une sorte de gouvernail. C'est-à-dire que c'est la jungle pour ces Congolais de la diaspora. Et puis, je pense aussi que cette diaspora congolaise, quand elle est américaine, par exemple, j'étais du côté de Houston, du côté de Texas, cette diaspora semble un peu plus, j'allais dire, une diaspora qui travaille pour la plupart dans le pétrole. Et comme la diaspora travaille dans le pétrole, ils sont plus aisés et ont leurs propres, peut-être, problèmes, spécificités. Et donc, Oui. ce qui reste à faire pour la diaspora congolaise, c'est peut-être d'avoir une sorte de structure sociale
qui pourrait faire que l'entraide continue à se faire. Vous n'imaginez pas le nombre de Congolais qui parfois vivent dans la solitude, qui font face aux problèmes quotidiens seuls, alors même qu'ils pouvaient appeler un compatriote qui aurait pu les aider. Et moi, je les vois parce que la plupart du temps, on m'écrit de partout, grand frère, je vais aller faire l'école, mais je ne peux pas payer l'inscription. Et quand vous voyez comme ça, c'est parfois une petite somme je sais pas, de 50, 100 dollars. À notre niveau, c'est une somme qu'on peut donner pour aider. Je sais que là-bas, c'est difficile. Mais de voir que l'avenir d'un Congolais est hypothéqué pour une petite somme qu'aurait pu débourser l'État, eh bien ça fait très, très, très mal. Et je continue à sentir au fond de moi cette tristesse qui fait que la diaspora congolaise a toujours été pour moi une diaspora éclatée, une diaspora avec des structures maladroites, une diaspora qui n'est pas vraiment en rang de solidarité. Les solidarités sont éclectiques. Ce qu'il faut, c'est réunir un peu l'ensemble de ces personnes de la diaspora. D'accord. Justement, vous avez dit une chose tout à l'heure. Vous avez dit que vous avez parfois l'impression que les Congolais finalement vous accusent de ne pas faire des choses pour le Congo. Hein. J'ai cru l'entendre. Vous n'avez pas exactement dit ça, mais c'est ce que j'ai cru comprendre de par vos propos. Et justement, est-ce que vous ne vous dites pas qu'à un moment donné, puisque vous savez, généralement, le peuple ou la masse essaie toujours de suivre des élites. Et dans un pays, on a différents types d'élites. On a des élites politiques, hein, ceux qui sont capables de prendre des décisions. On a des élites économiques, hein, c'est-à-dire ceux qui créent des industries. Et on a des élites que je vais dire de réflexion, ceux qui font des analyses. Moi, je vous placerai aujourd'hui justement dans ce cadre d'élite-là, c'est-à-dire que des personnes qui peuvent avoir un avis sur une situation, des personnes qui peuvent transcender les mentalités. Est-ce que finalement, vous ne vous dites pas que c'est peut-être parce que quelque part, la population congolaise étant orpheline d'une élite qu'elle peut croire ou sur laquelle, en tout cas, elle peut se positionner, qu'elle se dit que finalement, des personnes comme Monsieur Alain Mabankou, qui ne sont pas nombreux d'ailleurs, ça leur blesse un petit peu le cœur de se dire qu'ils ont l'impression que vous ne vous intéressez pas assez de la situation du Congo, même si peut-être dans le fond, ce n'est pas une réalité. Je pense que ce n'est pas une réalité. Si vous retournez les 10 dernières années, je défierais quiconque de me donner le personnage congolais qui a le plus parlé de la situation congolaise dans les médias internationaux. J'en ai parlé partout. J'en ai parlé partout. France Inter, TV5, partout. Parce que la mémoire populaire est souvent très courte. La mémoire populaire est courte. Parce que moi, quand je parle, et que si je suis menacé de ne pas rentrer, où sont ces Congolais-là qui voulaient que je parle et qui ne se voient plus pour porter leur voix afin de se lever? Ils ne sont pas là. Vous avez vu, donc la situation est plus complexe que cela. Moi, j'ai refusé de travailler avec le président Macron pour le Congo. Les gens oublient ça. Si j'avais faim, si je n'étais pas bien payé là où je suis, si mes livres ne se vendaient pas, j'allais vendre mon âme. Je serais devenu le conseiller d'Emmanuel Macron à la francophonie. Mais j'ai dit non, dans une lettre publique, tout le monde peut la lire sur Internet ou dans mon livre, le monde est mon langage, c'est à l'intérieur, la lettre à Macron où je refusais de travailler pour la francophonie. J'aurais pu avoir le prestige, j'aurais pu avoir la voiture, j'aurais pu avoir le bureau, j'aurais pu être à côté du président, j'aurais voyagé à gauche et à droite, dans les jets, etc., etc. Mais j'avais dit non parce que j'estimais que la francophonie était un organe qui pérennisait la colonisation, qui pérennisait les dictatures dans les pays africains. Alors, de voir que quelque temps après, des gens qui ont tout oublié venir, « Ah, il fait rien, ah, il n'a jamais fait rien ». Non, je ne suis pas responsable de l'ignorance de ceux qui ne prennent pas le temps de pouvoir se renseigner. Tous mes livres parlent du Congo. Donnez-moi là encore quelqu'un qui a fait passer la ville de Pointe-Noire comme un personnage principal, même en France. Lumière de Pointe-Noire, Demain j'aurai 20 ans. Tous ces livres parlent de Pointe-Noire, magnifient la ville de Pointe-Noire.
Donnez-moi aussi, et je vais dire, quelqu'un qui a pris à cœur la question des Noirs en France, au point que j'avais fait un film avec Aurélien Perrault, 7 millions de téléspectateurs en France. Donnez-moi encore ce personnage qui va au Collège de France, qui depuis 1530 n'avait pas embauché un Noir et qui vous embauche pour aller enseigner la littérature africaine. Et que je demande au gouvernement d'envoyer quelqu'un pour venir assister à la leçon inaugurale, la chaise est restée vide. Voilà, j'ai tout fait, j'ai fait ce que j'ai fait, mais maintenant qu'on ne me fasse jamais ces procès de dire je ne m'occupe pas, non. Parce que tout simplement, vous ne pouvez pas être toujours des assistés politiques. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, si on a appris à un enfant comment marcher, eh ben, il faut qu'il aille acheter des bonbons lui-même. Il ne faut pas qu'il attende papa l'amène acheter le bonbon, le ramener. Et je vais dire que nous ne sommes pas éternels. Chacun de nous fait sa part. Chacun de nous fait quelque chose. Ce que j'ai reçu, je n'ai jamais été pistonné. Je n'ai jamais été pistonné. Comme vous, les Congolais de la diaspora, ma bourse avait été coupée. J'avais dû travailler dans les McDonald's. J'avais dû travailler comme vendeur. J'avais dû affronter la neige pour faire mes études. Je suis allé faire mes études de droit. Je suis allé faire mes études de droit à Paris. J'ai commencé à écrire. J'ai travaillé à Paris, etc., etc. Je n'avais pas des parents avec une cuillère en argent qui m'aurait donné je ne sais pas quelle sorte de bénédiction. Je n'avais personne au gouvernement. Donc ce que j'ai reçu, c'est à la sueur de mon front. C'est cette sorte de chance que Dieu m'avait donnée de me dire, toi tu seras écrivain, toi tu écriras des livres que beaucoup de gens vont lire. Plus on va te lire, tu vas avoir une indépendance économique. C'est cette indépendance économique qui gêne, parce que je n'ai pas faim, parce que je ne viens pas frapper. Parce que je n'ai pas besoin de, par exemple, pour acheter une maison, aller taper tel ministre. Non. Tout ce que j'ai comme j'ai bien immobilier, que ce soit en France ou aux États-Unis, ce sont mes livres qui les ont achetés. C'est mon travail à l'université. Ce sont mes conférences. Et cette indépendance est salutaire. Parce que le jour où je viens au Congo, les Congolais ne me verront pas comme quelqu'un qui a volé leur argent. Ils me verront comme quelqu'un qui s'est débrouillé pour manger à sa faim grâce à ce qu'il a fait. Donc c'est ce message que je dis aux Congolais. Nous ne pouvons pas être forts si économiquement nous n'essayons pas d'avoir cette indépendance. Quel que soit le travail que vous faites, même si vous êtes gardien, soyez le meilleur gardien de cet immeuble-là. Créez des compagnies de gardiennage. Même si vous vendez dans les supermarchés, achetez des franchises si possible. Parce que plus vous avez une indépendance économique, moins vous attendrez ceux qui sont en train de piller vos ressources dans vos pays respectifs. Parce qu'aujourd'hui, si je veux voyager, pof, j'appuie sur un bouton, j'achète mon billet, je voyage. Je n'ai pas à attendre, ah, un tel, envoie-moi le billet, un tel, moi. Non, 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 non. Quand tu ne demandes rien, tu déranges. Parce qu'ils savent que tu as tout et tu n'as pas volé. Je n'ai rien volé. Voilà un peu, mon frère, ce que je pourrais dire là-dessus. Tellement, je peux intervenir? Ah, Attends, Blanc, tu as fini? Non, j'ai encore d'autres questions, mais si Faye a une question à poser, il pourra poser la question. Vas-y, Faye. Ah, Kento, je sais que tu as fait la beauté, maman. Je sais que tu as fait la beauté. Bonsoir tout le monde, bonsoir Alema Bankou. Bonsoir. C'est un réel plaisir de vous voir sur ce panel avec les compatriotes. Moi, je parlerai plus en Lingala parce que je pense que la vidéo est plus dédiée aux Congolais pour essayer de toucher un grand nombre de Congolais. Voilà. Doyen Mabankou, déjà, Longonia, donc félicitations à Mamonio Sosala pour le Congo. Merci. Moi je t'ai connu, pas pour les livres, hein, mais pour la façon dont tu défendais le Congo à travers les livres. C'est-à-dire tout ce qu'on voyait avec nos dirigeants au pays, avec soi-disant leur porte-parole, toi tu venais pour tout casser. C'était ça notre espoir déjà, de voir au moins un Congolais aussi à l'étranger, dans la diaspora, qui défendait bien le Congo. Et
qui représentaient aussi les Congolais à l'étranger. Et vous avez fait des portes là où les gens ne s'attendaient pas. Donc ça fait à ce que pour repartir un peu là où tu as dit que les Congolais, où sont-ils aujourd'hui quand tu as eu besoin d'eux? Oui. Bah, peuple bazala bongo koloto, peuple zalaka bongo, peuple tellement bazana quand cette dictature, bazana a besoin d'un sauveur. Donc le sauveur, qu'il soit un chat, une souris, je ne sais pas quoi, ils vont toujours féliciter. Dans leur tête, c'est que Moutouane a sauvé Bango. Donc d'où les Congolais se sont focalisés sur toi en voyant ton évolution. Mais bah, il passe une salette pour Coco Mabongo. Moi, je me suis plus attiré de ton côté, surtout en Okenda Gokutanana Hollande. Et puis nous avons vu la majorité des opposants, soit ils étaient maintenant corrompus, comme tu l'as dit, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de leur politique. Parce qu'il faut avoir les moyens de ta politique avant de faire ce combat. Parce qu'avec ce régime, ils vont te bloquer financièrement pour te mettre à genoux, pour faire de toi leur chat ou leur chien. Toi, tu as su contourner cela. Donc, ça fait à ce que ton image reste intacte. Mais quand cela ne tient de rien, le Congo n'a pas vraiment des gens que je peux dire intègres. Pas vraiment. Il y en a, soit ils sont bloqués financièrement, ils n'ont pas des moyens de leur politique. Donc, ils peuvent commencer à parler. À un moment ou un autre, on lui dit, bon, tu as des problèmes pour payer ton loyer, on te paye le loyer. Il se tait, il se tue. On le voit derrière les mêmes personnes qui détruisent ce pays. Mais yo, Osaka Kanalikolo. Ça fait ce que non, dernière rencontre, on a eu, non, avant-dernier, ils allaient à Hollande. Mais à la sortie de cette rencontre avec Hollande, on avait déjà de l'espoir parce que à cette époque, Hollande avait tenu un discours qui était un peu contre les dictateurs en Afrique. Et puis on s'est dit, le DM à Banco ici est ami, pas ami, mais à Kokutanana Motabongo, ce qui signifie que on avait un peu de l'espoir que le Congo pourra avoir une porte d'alternance. Voilà. Mais après cette sortie, le DM à Banco a changé un peu de trajectoire, désolé de le dire comme ça, a changé un peu de trajectoire. Après, je sais que dans ce genre de truc, tu as la pression de gauche à droite, hein. On a la pression nationale, toi la pression Pierre Mindele. On a besoin peut-être de garder un côté de Bango. Mais depuis on a le vieux Mabankou, on l'entend plus pratiquement sur ce qui est vraiment la réalité du Congo. Parce que les candidats ou ceux qui sont au pouvoir, c'est pas celui qui est au pays, c'est pas le peuple qui l'a choisi, mais c'est le peuple qui choisit un candidat. Et pour moi personnellement, et je pense que pour beaucoup des Congolais, ils diront la même chose, tu es une personne idéale pour moi. Tu es une personne idéale qui a vraiment des critères pour représenter le Congo et pourquoi pas pour diriger le Congo de demain. Mais sauf que je me pose la question, le deuxième Mabankou, est-ce que pour délivrer ce pays, on peut pas aller frapper partout? Parce que quand tu es allé déjà à l'Élysée, tu sais que tu as eu tu as fait travailler la tête pour avoir cette rencontre-là. Donc ce qui signifie qu'on peut aussi avoir cette rencontre avec plusieurs partenaires ou d'autres partenaires aussi. Pourquoi pas? Alors, Faye. S'il te plaît, je vais essayer de t'aider dans la question. Donc pour moi, voilà, allez Mabongo, si tu vois peut-être les Congolais sont un peu furieux. Voilà, ils sont un peu peut-être furieux, c'est peut-être à cause de ça. Hein. Ils n'ont plus d'espoir, donc il s'est dit, bon, demain, Mabongo comme chroniqueur, oh, nengenini, va faire, bon. Voilà un peu quoi, en gros mot quoi. Bon, Terre Noire, tu peux recadrer. Oui, donc je vais essayer de poser une question justement par rapport au positionnement que Faye a pris. En fait, alors déjà, est-ce que aujourd'hui justement, parce que vous avez dit à un moment donné, je voulais aussi poser la question par rapport à ça, que il y avait des Congolais qui vous soutenaient et à un moment donné, bah, vous avez eu l'impression qu'il n'y avait plus de Congolais qui vous soutenaient. Ça veut dire que quelque part, vous aviez besoin des Congolais et donc les Congolais n'ont pas pu vous soutenir. Ou, enfin, je veux bien comprendre cette partie pour qu'on essaie vraiment de se cadrer, parce que si vous dites qu'à un moment donné vous aviez potentiellement besoin des Congolais qui ne vous ont pas soutenu, on aimerait bien comprendre dans quel contexte. Non, ce que vient de dire Faye, mon ami, est très intéressant. Moi, je n'ai jamais changé, je suis toujours resté le même. Ce qui fait que j'ai cet amour pour mon pays, c'est le fait d'être désintéressé de ce que le pays pourrait me donner. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé
pour être utile au Congo, d'attendre que le Congo me paye. Ouais. Je ne veux pas que le Congo m'achète une maison. Je ne veux pas que le Congo m'achète une voiture. Mais moi, je voudrais rendre la monnaie que m'avait prêtée le Congo en me donnant la chance de naître comme un Congolais. Dans ce sens, j'ai le devoir de supporter les aspirations de mes compatriotes, de les écouter. Mais en même temps aussi, il faut qu'on ait un moment de faire ce qu'on appelle de l'autocritique. Moi, j'ai comme l'impression que parfois, nous autres, les Congolais, on est souvent des combattants de la parole. Oh, vas-y, oh, quand on sera là, tu verras, boum, boum, boum. Et puis quand tu arrives là, on dit, oh, mais qu'est-ce que tu allais faire ça? Il fallait rester dans l'écriture. Toi, tu es connu comme écrivain. Toi, les mêmes Congolais qui te poussent, ce sont les mêmes qui te disent, c'est pas ta place là-bas, reviens ici, continue à écrire. Toi, tu es écrivain. Toi, tu es... C'est ça, le Congolais ne sait pas s'il faut être esclave ou bien libéré. Donc, c'est le constat, malheureusement, qu'il faut faire dans ces circonstances où les mêmes qui vont te porter sont les mêmes qui vont te laisser tomber sur le béton. Dans ce sens-là. Et donc, c'est pour ça que je dis que moi, j'ai toujours fait de l'autocritique. Je sais, parce que beaucoup qui étaient là à me parler, toi, quand je tourne le dos, ils sont au gouvernement. J'ai fait quoi? Ils sont au gouvernement. Ouais. Vous finissez la réunion là, vous tournez là le temps d'aller acheter un sandwich, il est nommé ministre de je ne sais pas quoi. Alors, où est le vrai, où est le faux dans tout ça? Donc, je me suis dit, il y en a qui se complaisent dans une situation de larbinisme et donc rester des larbins. J'ai dit, moi, j'ai pas faim, on ne peut pas m'acheter pour un plat de sandwich. Même le caviar, ça passe pas. Le caviar, ça passe pas. Donc, je me méfie désormais des militants qui ont faim. Parce qu'ils risquent de manger n'importe quoi. Mais la plupart ont faim, donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des militants alors dans ce cas de figure. Non, mais si vous êtes militant et que vous avez faim et que vous êtes capable du sacrifice, voilà. D'accord. Ça veut dire finalement, est-ce que vous pouvez, enfin vous dites aujourd'hui qu'il y a donc un manque de maturité encore dans la diaspora congolaise, puisque moi je pense aussi que ce n'est pas seulement une question de famine, c'est-à-dire, enfin quand je dis famine comme telle, c'est-à-dire qu'il y a une question de vision. Est-ce que finalement c'est ce manque de maturité qui fait que certaines personnes, dès lors où il y a une proposition quelconque, assoiffées par l'idée justement de pouvoir se construire une vie, oublient toutes les ambitions qu'ils ont pu avoir? Non, je pense que la culture même de la capitulation a beaucoup traversé l'esprit des intellectuels congolais. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire le résumé de ce qu'il a souffert en France et par rapport à ce qu'on lui donne, il va se dire « j'ai déjà 60 ans, si je rate ce train-là, c'est fini pour moi, je préfère capituler ». Et donc, on voit de plus en plus beaucoup de gens se lancer dans la capitulation parce qu'ils ne se projettent pas en se disant que ce que vous faites aujourd'hui, c'est pour les générations futures. Je les comprends, hein. Ils veulent manger, ils vont manger. Donc, dans ces conditions-là, c'est bien beau parfois de rêver, de faire des projections, mais il faut savoir que tout rêve ou toute projection a des moments de sacrifice. A des moments de sacrifice. Et que l'indépendance, c'est ça je retiens toujours, l'indépendance économique est nécessaire. Je sais que c'est difficile à acquérir, mais beaucoup de gens, même dans l'indépendance économique, veulent troquer leur indépendance économique. Et moi, je pense que mon rôle est un rôle de fédérateur. Je n'accepterai pas d'avoir des propos qui vont lancer une certaine désorientation de la population congolaise. Je n'accepterai pas d'avoir des propos qui vont diviser les Congolais. Je n'accepterai pas d'avoir des propos qui seraient tenus sur le plan de l'ethnie ou de la région. Parce que j'estime que ce que je dis et que ma voix appartient à tous les Congolais, qu'ils soient du Nord, qu'ils soient du Sud, qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest. Et je pense aussi que s'il m'était donné vraiment à réinventer le rêve congolais,
eh bien, ce rêve sera réinventé avec la participation de tout le monde. Et tout le monde sera déterminé par le biais de la compétence. C'est-à-dire, c'est ce que vous savez faire qui déterminera votre poste et non la région dans laquelle vous êtes né. C'est ça. Et cet esprit, je l'avais déjà vérifié, c'est ça le nœud du problème congolais. C'est-à-dire que... Voilà, allez-y. Oui, vous avez soulevé un point justement, vous avez parlé du nœud du problème congolais, vous avez parlé du tribalisme. Et moi j'ai une question précise par rapport à ça. Est-ce que la réalité du tribalisme au Congo n'est pas finalement aujourd'hui une instrumentalisation politique? Je vais essayer d'expliquer, puisque au Congo aujourd'hui, on ne trouve pas de confrontation entre tribus qui sont en train de s'entretuer, mais on voit surtout un système qui se met en place, qui vise à prioriser certaines personnes. Et comme d'ailleurs, je prendrai un exemple, c'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve, par exemple, en France, lorsqu'on est noir, on est peut-être moins priorisé par rapport à un blanc. C'est quelque chose. Est-ce que finalement, ce n'est pas simplement une instrumentalisation pour justement toujours pousser cette population à rester à un niveau bas, ne pas leur pousser à la réflexion, où il y a vraiment une réalité indépendamment même de cette instrumentalisation qui peut être politique? Bon, je pense que c'est difficile de régler la question du tribalisme, dirait-on. La question du tribalisme se règle par la compétence. Si moi je suis en train de travailler avec le plus grand économiste de la Terre et que cet économiste il est nordiste, je suis sudiste, je ne vois pas pourquoi je veux me séparer du nordiste pour mettre un économiste médiocre du sud. De la même manière, si je suis en train de travailler avec le meilleur économiste ou le meilleur historien du monde, et que cet historien est Bembé, et que par hasard, moi-même aussi, je suis Bembé, je ne vais pas l'écarter en me disant « Ah, il y a déjà 2 Bembé ». Non, c'est la compétence. Par contre, si vous me prouvez qu'il y a un plus intelligent, on y va dans ce sens. Et c'est pour cela que moi, j'ai toujours, quand je croise les Congolais, la première chose que je leur dis, ne me dites pas de quelle ethnie vous, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai vu des Congolais, on est en train de discuter. C'est par l'extérieur que se forme la notion de patriotisme. Parce que l'intérieur a déjà été corrompu pendant des décennies et des décennies sur la distribution raciale, ethnique. Donc, c'est par les marges que nous arriverons à former le tissu patriotique du Congo. Pourquoi? Parce que par les marges, que vous soyez nordiste, sudiste, etc., vous avez eu les mêmes souffrances en Europe. Vous avez eu les problèmes de papier, vous avez eu les problèmes de travail, vous avez eu le problème d'hiver, vous avez eu tout. Donc, quand vous étiez malade, le nordiste est venu vous voir. Quand vous étiez là, le sudiste est venu vous voir. Vous avez créé quelque chose d'extraordinaire. C'est pour cela qu'ils se disent, mais comment voulez-vous, par exemple, Alain Mabankou, son meilleur ami, peut être un tel qui est du Nord, qui est proche de tel. Mais parce que ce type que vous êtes en train de vilipender, moi je le connais personnellement par sa compétence. On a été à l'école ensemble, on a eu des souvenirs très proches. Vous savez, par exemple, en France ou en Europe, les gouvernements se forment par les clans de l'ENA, c'est-à-dire qu'ils sont venus, ils sont de la même génération. Ils ne vont pas dire, oh Charles Pasqua, toi on dirait que tu es de la Corse. Non, 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 on va prendre un tel. Non. C'est-à-dire que vous avez formé une génération d'intellectuels et cette génération avait un rêve commun et cette génération va aller ensemble à gouverner. Mais notre façon de gouverner a été jusqu'alors un gouvernement par cooptation. Voilà, le président, le premier ministre, un tel, amenez vite un tel, mon neveu qui est là, je le place à mon oncle qui est là, je le place à mon oncle. Pendant ce temps, ceux qui sont compétents, ils sont laissés comme ça, ils sont en train de travailler ailleurs. Vous pensez que notre destin, mon destin était d'être fonctionnaire de l'État de la Californie? Toute ma retraite est ici, je vais dire que cette retraite-là, j'aurais voulu la travailler au Congo. J'ai une retraite, quand j'aurai la retraite, je n'ai même pas à m'inquiéter, j'aurai la retraite américaine. Pourquoi je ne l'aurais pas fait chez moi? Je travaille dans l'une des 10 meilleures universités au monde, UCLA. Vous pensez que je ne peux pas révolutionner l'université Marien Ngouabi? Ici, je travaille.
Ou, voilà, autour de moi, les secrétaires blanches, tout, américains, tout cela, on sait comment ça marche. Oui. Il suffit simplement de tourner un bouton là, là, là. L'université Marien Ngouabi devient la plus grande université d'Afrique centrale, voire même de l'Afrique. Parce qu'il y aura des échanges avec les Américains, parce qu'il y aura des compétences avec les ingénieurs, parce qu'il y aura des contrats avec les Silicon Valley, parce qu'il y aura des échanges avec les autres universités. On ne l'a jamais fait. À quoi servent les ministres de l'Éducation dans vos pays? Question à 10 000. Voilà. Oui. Voilà. Justement, alors Et avant qu'on rentre, personne, juste terme noir pour ajouter, allez-y, allez-y. aucun ministre, qu'il soit de la culture ou de l'éducation, qui arrive au pouvoir de Congo, ne m'a envoyé une note pour dire est-ce que vous pouvez me faire des propositions? Alors que les ministres français le font. Moi, j'ai reçu des trucs là. Quand Macron a besoin d'un discours au nord, là-bas, sur la force noire, je l'ai écrit. Vous voyez l'humilité? Pourtant, Macron, les gens croient qu'on est comme ça. Non, moi j'ai écrit. Non seulement j'ai écrit, il m'a dit, viens le prononcer toi-même. Je suis allé le prononcer devant votre ambassadeur à Dada. Il était là, je ne suis pas en train de mentir. Il était là. Moi, j'étais Macron, le président du Mali, et moi, tous les trois, on est arrivés en voiture spéciale. Le discours que j'ai écrit, je l'ai prononcé, c'est sur Internet. Donc voilà, nous sommes là. Dès qu'on a le pouvoir, ça devient un cercle des francs-maçons. On reste entre nous. Voilà, un tel. Un ministre ne peut pas rester ministre pendant 15 ans. Il est qui pour être le plus compétent du pays alors que... Non. Les ministres, voilà, il faut changer, il faut donner des couleurs au pays. Ouais, alors, juste avant, parce qu'il y a une question que je vais poser ensuite par rapport à votre vision, mais je vais juste rappeler aux gens, tapotez s'il vous plaît. On tapote au maximum s'il vous plaît. Voilà, on tapote. Alors, dernière question sur cette partie de tribalisme avant qu'on arrive justement au cœur du sujet, justement ce que vous pouvez apporter pour le Congo. La dernière question sur le tribalisme, c'est celle-ci. Est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on a un mal profond, on a une réalité profonde, ethnique qui existe encore jusqu'à aujourd'hui, doit-on finalement casser toute cette conception ethnique pour construire une nouvelle nation? Je parle là, c'est-à-dire d'oublier cette conception de village, puisqu'aujourd'hui, les gens ont encore le réflexe de se dire qu'ils appartiennent à un village, qu'ils appartiennent à une tribu. Est-ce que finalement, on doit casser toute cette conception, toute cette perception, pour essayer finalement de sortir de cette notion de tribalisme en dehors du cas où on a parlé de compétences qui peut-être sera limitée à un moment donné? Je pense que le tribalisme disparaît de lui-même lorsque la compétence est là. C'est-à-dire que, imaginez, vous prenez un homme du Sud, vous l'amenez gouverneur ou je ne sais pas quel titre, maire de quelle ville du Nord, là. Le type, il a construit des écoles, des routes. Vous pensez que la population va dire, ramenez-nous un nordiste qui va nous gaspiller tout ça? C'est parce que nous avons l'absence de la compétence et l'ethnie survit grâce à l'incompétence. Puisque le principe même des gouvernements claniques, c'est de nommer des gens qui ne sont pas compétents, mais qui sont capables de défendre le pouvoir jusqu'à la mort. Mais si vous amenez la compétence, si vous amenez les résultats palpables, l'ethnie s'efface d'elle-même. C'est la compétence. Moi, je ne veux même pas savoir qui est là. Moi, on m'a donné un Congolais, on m'a dit, il y a un Congolais qui habite, je ne sais pas, à Genève, qui a eu un diplôme en mathématiques. Ah, ben viens ici, paf, chef du département de mathématiques. Il révolutionne. Mais c'est bien, c'est pour le bien du Congo. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans la mouvance de l'ethnie comprendront que pour réussir, il faut qu'ils donnent des possibilités à leurs enfants d'aller à l'école, de faire des choses. Nous, on n'a pas vécu... Moi, je suis de Pointe-Noire. À Pointe-Noire, on n'a pas vécu dans un esprit de division, puisque tout le monde venait de partout à Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est comme une ville créole, c'est-à-dire qu'on avait les Vili, les Nordistes, les Nkaï, tout le monde, on était là, parce qu'il y avait le travail au port, parce qu'il y a le centre-ville, parce qu'il y a les hôtels, parce qu'il y a le grand marché, parce qu'il y a tout. Et la ville, sans compter les Aïrois à l'époque, on les appelait les Aïrois qui étaient là. Donc c'était une ville bouillonnante dans laquelle les ethnies s'est mélangées. Ça veut dire que quoi? Parce que si vous avez cité Pointe-Noire, Brazzaville, finalement, c'était plus un mélange de villageois regroupés par quartier? Non, mais je pense que quand vous prenez la structure de Brazzaville, vous allez le voir. Hein, on va dire les Laris seront du côté du Bas-Congo, les Nordistes seront de tel quartier. C'est divisé déjà ethniquement le quartier.
Alors qu'à Pointe-Noire, il n'y a pas une division. En tout cas, ce que j'ai laissé, hein, si derrière ils ont divisé sur leurs problèmes, à Pointe-Noire, on n'avait pas une division ethnique des quartiers. Donc, voilà, vous allez à Brazzaville, même les marchés, ça c'est le marché des nordistes, ça c'est le marché des autres, ça c'est divisé ainsi. Or, si vous le faites dans l'inconscient de la population, on va continuer à concevoir le monde comme divisé par ethnie et non comme divisé par nation. Et comment voulez-vous que quelqu'un ait le sens du bien commun si on lui dit tous les jours que le bien commun, c'était bien des Laris, c'est le bien des Mboshi, etc., etc. C'est ça, ce mal-là qui gangrène. Le jour où ça disparaît, eh bien, ça finit cette histoire. Il faut élire un Congolais, il ne faut pas élire quelqu'un qui est de telle ou de telle région. Très bien. Vous avez parlé d'une chose importante, il faut élire un Congolais. Justement, on va rentrer un petit peu de ce que Monsieur Mabankou peut aujourd'hui apporter pour le Congo. Donc, il y a un premier cas de figure, justement, il y a le cas de l'université. Vous avez parlé de plus de 20 ans que vous avez quand même passé aux États-Unis. Et ce qui veut dire, justement, que vous avez forcément, on peut parler là d'expertise, hein, dans un certain nombre de domaines. Et oui. Vous-même, principalement, est-ce qu'il y a une volonté quelque part, une envie quelque part par rapport au Congo, où vous voulez faire des choses? Mais le Congo, c'est mon pays. Je veux dire que l'eau chaude n'a jamais oublié qu'elle a été froide. Je veux dire que j'ai beau sauter, rouler par terre, je suis Congolais, je suis né Congolais, je mourrai Congolais, quelles que soient les nationalités que je vais prendre. Ces nationalités resteront des documents administratifs qui me permettront d'installer mon indépendance à travers le monde. Mais je suis fondamentalement Congolais. Et fier d'être Congolais, et fier de partager l'histoire congolaise malgré ses heurts, malgré tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je ne peux pas vivre en tournant le dos au Congo. Mais de la même manière aussi, je ne vais pas me jeter du 9e étage parce qu'on m'aime ou on ne m'aime pas. Je veux dire que si, au fond de moi, cet amour est toujours celui qui est là, je ne vois pas en quoi je changerai. Tout ce qui se passe au Congo m'interpelle. Mais il faut aussi qu'on comprenne que je ne suis pas un assoiffé de pouvoir. Oui, ça, mais Monsieur Mabankou, si les dés étaient jetés, aujourd'hui, Monsieur Mabankou a la possibilité d'accéder à n'importe quoi pour le Congo. Quelle pourrait être votre vision en vous disant que si je fais telle chose, si je prends tel poste, je pourrais transformer le Congo? Enfin, on parle là, bien sûr, que ce soit de volonté politique. Hein. J'imagine que si vous avez abordé un certain nombre de choses sur la politique et que vous avez rencontré un certain nombre de personnes, il y a peut-être au fond de vous une volonté politique que vous n'avez peut-être pas totalement manifestée aussi au vu de la réalité du Congo. Oui, mais ces choses-là doivent venir du peuple. Moi, je suis respectueux de la volonté d'un peuple. Je ne voudrais pas qu'un clan puisse m'utiliser pour sauver un certain bilan. Mais je voudrais que ce soit le peuple lui-même qui, au fond de lui, se dise « Toi qui connais ça, est-ce que ça, tu ne peux pas le faire ?» C'est le peuple qui doit toujours décider parce que je suis né dans la démocratie traditionnelle. Alors, si le peuple... Comment? Si le peuple demande alors que M. Mabankou puisse le représenter pour les élections en 2026, écouterez-vous la voix du peuple à ce moment-là? Je vous poserai la question, est-ce qu'il y a une voix supérieure à la voix du peuple? Non, le peuple reste souverain et... Voilà. La voix populaire est là. La voix populaire. Et le peuple n'est pas idiot, parce que le peuple sait déceler ceux qui ont faim et ceux qui sont assoiffés de pouvoir. Et moi, je ne troquerai jamais cette indépendance-là pour ça. Parce que les gens savent que si j'ai à faire ce que je dois faire, c'est que je ne le ferai pas pour mon propre bonheur. Je préférerais même perdre les privilèges que j'ai pour que ce peuple congolais-là ait une vision plus exemplaire. Au moins, je resterai dans l'histoire, dans leur tête, comme celui qui s'est dépouillé, qui s'est dépossédé pour les habiller, et non celui qui est arrivé pour les déshabiller et partir avec leur dignité. Il y a beaucoup de gens qui auront des comptes à rendre avec l'histoire. Moi, dans mon coin, j'ai souri parce que je n'ai pas de compte à rendre. Quand je verrai le peuple, ma tête sera bien levée. Et puis, le peuple se souvient toujours des
ignominies que vous lui avez faites. Si ce n'est pas Oui. maintenant, ça sera demain. Mais Monsieur Mabankou, il y a quand même une chose qui est importante, puisque vous avez parlé de la volonté du peuple. Mais le peuple peut aussi vous voir comme quelqu'un qui dégage un certain charisme. Mais vous savez bien que pour être président de la République, au-delà du fait de dégager un certain charisme, au-delà du fait d'être intègre, au-delà du fait justement d'avoir déjà une vie comme vous l'avez décrit qui est la vôtre et que vous n'êtes pas assoiffé du pouvoir et d'argent, il y a aussi cette notion de programme, une vision pour le Congo. Et le peuple ne pourra pas s'arrêter seulement par la vision potentielle que vous avez pu décrire par les livres. Est-ce que, de votre part aussi, avez-vous déjà pensé à écrire, en tout cas, une sorte de vision politique de ce que pourrait être le Congo, au vu d'expliquer au peuple pour que celui-ci puisse potentiellement dire que M. Alain Mabankou est une personne éligible aujourd'hui à être celui qui va nous porter vers un Congo meilleur? Oh, mais, mon cher Ternois, vous savez que le programme est une histoire de travail. Oui. Le programme est une histoire de travail. Le programme est une histoire des gens qui vous entourent. Le programme est une histoire du casting que vous avez fait pour redresser quelque chose. Quand vous êtes déterminé à faire quelque chose, vous vous entourez des gens les plus compétents. Et il y a des gens qui sont faits pour cela. Le programme est une histoire de prospective. Vous analysez, vous étudiez quelles sont les angoisses, quelles sont les obsessions de la population, qu'est-ce qui ferait que la population puisse respirer dans le plus court terme, et petit à petit, vous faites un programme plus long. Ça, c'est des gens avec lesquels vous vous entourez. Quelles sont les priorités aujourd'hui au Congo-Brazzaville? Quand vous voyez que ce soit l'éducation, la santé, l'économie, la culture, il y a des réflexions qu'il faut faire dans ce sens. Le programme, ce n'est pas quelque chose, vous vous asseyez dans un café à Châtelet-Les-Halles, à Paris, et puis vous commencez à recopier ce que Macron avait fait, et puis vous empruntez le vocabulaire traditionnel et vous êtes content, vous mettez des costumes cravates. Non, le programme doit être adapté aux exigences locales de la population. Pour faire un programme, il faut aller sur le terrain. Il faut aller savoir combien coûte le manioc. Demandez à ceux qui font le programme, les opposants congolais à Paris, là. Ils ne savent pas le prix du manioc. Ils ne savent pas le prix Bangou Berukalinga, hein? Tu vois, les arachides grillés là. Les arachides grillés, oui. Ben voilà. Mais comment si tu ne montres pas le pouvoir d'achat de la maman qui vend Bangou Berukalinga et la maman qui vend le safou? Imagine si tu le rends heureux, comment tu vas rentrer dans le cœur même de la vraie population. Oui. Voilà. Mais Monsieur Mabankou, il me semble aujourd'hui, ça fait peut-être un certain nombre d'années que vous n'avez pas justement été au Congo. Enfin, si je me trompe, vous me direz. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas très éloigné finalement de la réalité congolaise? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des informations rapportées, comme vous-même l'avez décrit, pour comprendre la réalité congolaise en profondeur. 90% de ceux qui vous gouvernent, ils ont des maisons en France, leurs enfants sont à l'étranger, etc., etc. Donc, ça ne veut rien dire, cette histoire de parce que je vis au Congo et que je connais mieux le Congo. Hein. Ce n'est pas parce que la poule pond l'œuf que la poule est capable de faire une omelette. Donc, il y a aussi le fait que ce qu'on oublie, c'est la dimension panafricaine aujourd'hui qui comporte beaucoup d'éléments. J'ai peut-être sillonné plus de pays africains que bon nombre de ces gens qui sont restés dans leur quartier à ne même pas construire une route. Moi, j'ai fait du Rwanda jusqu'à Goma, en passant par les voies fluviales, en passant par le camion pour arriver dans des territoires en guerre. J'étais à Goma, j'étais dans le Kivu, puis je suis revenu à Gisenyi pour repartir du côté de Kenya, là-bas, Accra, les choses, où j'ai mangé dans des marchés, où j'étais comme ça, là, à Lomé. La maman est en train de préparer le taux, je ne sais pas, leur nourriture dans ce sens. Ce qui compte, c'est ce que vous regardez autour. La plus grosse immigration n'est pas européenne, elle est africaine. Et peut-être que la solution pour l'Afrique serait beaucoup plus les relations que nous allons avoir avec les autres pays africains pour voir comment les autres sont en train d'émerger, tandis que nous sommes en train de patiner. Et en même temps, si, par exemple, vous définissez
l'exil comme quelque chose à écarter. Non, l'exil doit être une sorte d'expérience. Une sorte d'expérience. Vous n'allez pas révolutionner l'éducation de votre pays en restant assis dans une chaise de Marien Ngouabi pendant 40 ans. Pendant que vous ne savez pas quelles sont les études intersectionnelles, quels sont les éléments qui ont changé dans l'enseignement, comment opérer l'éducation nationale, dans quelle mesure intégrer les universités privées avec les universités publiques, dans quelle mesure... Ça, vous n'allez pas le savoir en restant. L'oiseau qui n'a jamais voyagé dans plusieurs saisons ne comprendra jamais la variation du temps. La variation du temps. J'ai été au Congo, je suis né au Congo, j'y suis resté 20 ans. Combien de temps voulez-vous que je reste? La dernière fois où j'étais, c'est il y a 2013. C'est encore très récent. J'ai écrit Lumière de Pointe-Noire au Congo. J'ai écrit Lumière de Pointe-Noire au Congo. J'ai commencé, demain j'aurai 20 ans au Congo. Et entre-temps, pendant ces 12 ans-là où je n'ai pas été, j'ai été en RDC, j'ai été dans tous les pays africains autour, jusqu'en Afrique du Sud. C'est pour connaître les autres. C'est pour comprendre leurs aspirations. C'est pour me dire comment les Ghanéens font pour avoir une ville aussi organisée que Accra. Accra, oui. Ah oui, j'étais à Accra il y a 4 semaines. Regarde l'organisation, regarde le respect, regarde les routes, regardez les bureaux, regardez, mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors, Monsieur Mabankou, ça veut dire que je peux dire qu'ici... Attends, Terre Noire, s'il te plaît, Terre Noire. Attendez, on va faire une petite, on va donner 2 minutes aux personnes. Nous sommes 206 personnes en ligne. Si on peut tapoter le live, partager le live, s'il vous plaît. On est 207 en ligne, mais on n'est qu'à 88 j'aime, hein, la famille. Pause tapotage, on va tapoter, on va partager le live. On va partager le live, on va tapoter qu'on arrive aux 100 cas, s'il vous plaît. Vraiment, 100 cas, écrivons good live, envoyez les cœurs orange, écrivons good live, écrivons good live, écrivons good live. Je peux me prendre juste un café? Oui, bien sûr. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Kento Mundele TV pour ne rater aucune vidéo.